la place d'un militaire se trouve partout, sauf le champ politique. C'est que les Maliens doivent comprendre que la politique est une science exacte. Oh. Mais on nous a enseigné ici au Mali que la politique c'est du mensonge. La politique n'est pas une science exacte, c'est une aberration de dire ça, monsieur. Les gens disent que la tradition ne peut pas tout faire. Je ne suis pas d'accord. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Haklina. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition au Mali. Cette transition qui survient, comme vous le savez, suite au coup d'État militaire contre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août dernier. Et pour parler justement de cette thématique-là, nous avons pris le point de vue des Maliens. Et ensuite, nous allons donner la parole à nos invités qui sont Dr Mohamed Kassoum Tiré, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Bamako et membre du M5 RFP. Et également Mohamed Ag Assouri, communicateur spécialiste des relations internationales et analyste politique. Et une dame pour clore, Diaya Issako. Elle est femme de médias, fondatrice de Mali Culture et Empreinte Média. Elle est également éditrice du recueil Être femme malienne au XXIe siècle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et voilà, donc nous allons suivre maintenant la réaction des Maliens à travers ce micro de trottoir. Anga sabali na mɔgɔ tara jamana baara la an ka to a ka baara kɛ mais ko karisa kɛra ka tɛmɛ karisa kɛra ka tɛmɛ n'a y'o kun bɛ fɔ jamana bɛ wuli quoi an b'a fɛ ka jamana in gila ka baara kɛ normal la a ye o de kama a ye président Bandaw ta an tilala ka Assimi kɛ vice président an tilala ka Mutari Wane ta i m'a fɔ ma premier ministre ye mais u tilala ko Mutari Wane a tɛ kelen la a ye wari dun u b'a fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ pour que ca baara saboter M5 mɔgɔ b'o de kɔ minnu jɛra ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye M5 ye komi u jɛra u yɛrɛ jɛra ni ko bɛɛ ye k'olu bolo bɔ ko bɛɛ la u jɔ ni ko bɛɛ lajɛlen premier ministre min taara président min taara olu de ka mɔgɔ choisilenw don an kɔni bɛ mun ɲini bolo ma don baara min na ala k'a ɲɛ ka di an n'u ma mais n'a kɔni ma ɲɛ M5 tɛ dɛ mɔgɔ si tɛ jamanakɔnɔdenw fɛnɛ tɛ surasiw de don. Alors Bandaw ka nomination malien si ma contesté parce que a ye preuve mira bɛɛ y'a ye bon Goïta fɛnɛ ye preuve yira terrain kan surasi yɛrɛ de don mais an nana mun ye sisan premier ministre Mutari Wane corruption ko a da donn'olu caman na 60 milliards ko kuma o bɛ sen na bɛɛ ka kɛwale de bɛ juge o Mali ko sera o de niveau ma sisan de. O ye mɔgɔ min sɔrɔ k'a sigi an bɛ Ala deli Ala ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye a ka se k'an ka jamana basigi frontière ka dayɛlɛ yɔrɔw ka se ka fɛngɛ ne yɛrɛ kɔni ne bɛ mun fɔ jamana ka to sɔrɔ su bolo ka di ne ye bɛɛ b'a dɔn attaque sumayara nord la. Kalanko kɔni ne hakilina o de u k'u ɲɛsin kalanko in ma fɔlɔ ne denmisɛnninw kalanna ka jamana kalanni ne ye nin mais n'an ma kalan fɛnɛ o ye kunfinya ye dɛ jamana kɔnɔ dɛ. Alors, docteur Tiré, vous êtes un chercheur, mais vous êtes également membre du M5 RFP. Comme on le sait, le 5 juin dernier, il y a eu un regroupement d'organisations politiques et de la société civile qui s'est constitué. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement justement du M5 RFP? Tout d'abord, je tiens à vous remercier nos téléspectateurs qui nous suivent, les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora, parce qu'on ne peut pas parler de ce mouvement de M5 sans ne pas parler aussi de la diaspora, parce qu'ils ont joué un grand rôle. Le mouvement du 5 juin, d'abord, c'est initié avec la Troïka, c'est-à-dire l'espoir Malikoura, de Cheikh Oumar Sissoko, le cinéaste, qui a initié ce qu'on appelle un appel patriotique à tout le peuple malien. Ça s'est fait le jeudi 14 mai à la mairie centrale. Il a appelé tous les enfants du Mali à fédérer l'union sacrée, c'est-à-dire tenant compte des préoccupations des Maliens, c'est-à-dire les acquis du mouvement démocratique, le droit à la vie, le droit à l'école, la santé, la justice sociale. Les Maliens, écoutant cet homme et connaissant la grandeur de cet homme, parce que comme il l'a dit, l'homme c'est l'histoire, ce que tu as fait, c'est ce que les gens vont dire. Et c'est comme ça qu'il y a eu tous les groupements de mouvements religieux et non, les politiciens sont allés le voir, contrairement à ce qui s'est dit aujourd'hui. La sémence est allée à Espoir Malikoura, le Choral Film, à travers son
son envoyé spécial Kaodjim et pour voir MK. Et on lui a posé les conditions. Voilà la charte, voilà ce qu'on a lié à la mairie centrale devant le peuple malien et l'opinion internationale. Démission du président et son système, nouvelle constitution, 4e République. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Et on a signé. Après, le FSD de Choguel est venu. Et on est parti à la grande mobilisation du 5 juin. L'idée, c'était l'espoir Malikoura, comme tu vois l'idée. L'espoir Malikoura, c'est base, c'est des fondements. Et Espoir Malikoura est regroupé par des gens qui ont fait le Mali, des Cailles jusqu'à Théodénie, qui connaissent la difficulté des Maliens. Pas les Maliens qui sont dans les... Mais on a vu que le M5, justement, il a été connu, c'est vrai, mais beaucoup voient en fait le M5 en tant que l'imam Mahmoud Diko, qui est de la CEMAS, justement. Alors c'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème, justement? C'est ça, précisément l'imam est une personnalité indiscutable à la République du Mali. L'imam a été toujours cohérent. Il faut reconnaître à César ce qui est de César, à Dieu ce qui était Dieu. Il a toujours dénoncé. Et les gens l'ont écouté. Le peuple malien l'ont toujours écouté. Et voyant une personne comme ça sur la scène, il avait déjà une capacité de mobilisation énorme. Il faut reconnaître ça. Donc, dû à cette capacité, les médias nationaux et internationaux ont téléguidé l'attention sur l'imam. Et on fait de l'imam la personnalité morale. Donc ce ne sont pas les membres du M5 qui l'ont fait. Au départ, nous, on n'avait pas de personnalité morale. Parce que l'imam ne faisait pas partie ni de la CEMAS, ni de MK, ni de FSD. Il était la personnalité morale de la CEMAS. Et les gens de la CEMAS revendiquaient les idéaux de l'imam. Mais dire que les M5, tout le monde s'est assis pour dire que c'est lui notre personnalité morale, non. Mais dit sa personne, on est unanime qu'il est devenu la personnalité morale. J'aimerais qu'on se comprenne là. D'accord. Et là, aujourd'hui, il y a eu le coup de force. Ouais. La CEMAS s'est vue un peu comme si c'était... Pardon, le M5 s'est vu un peu comme si elle est à la base de ce coup de force-là. Avec les militaires, comment est-ce que ça s'est passé? On a vu qu'il y a le président de la transition qui a été investi le 25 septembre dernier. Également le Premier ministre qui a été nommé, et le vice-président qui est militaire, qui est le président justement du CNSP. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que le M5 ne se voit pas un peu exclu justement de cette lutte-là Voilà, comme vous l'avez dit, ce n'est pas que le M5 se réclame, sinon le M5, en réalité, est le précurseur de ce mouvement, qui n'a jamais eu lieu en République du Mali. Des politiciens fusionnés avec des religieux, avec la société civile, avec des centres d'opinion, ça c'est une première en République du Mali. Et je peux le dire, après l'ANC de Nelson Mandela, il n'y a pas eu un mouvement social qui a pu fédérer les gens plus que les M5 RFP. Non, les M5 légitimement. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit que les M5 RFP n'est pas légal. Parce qu'il n'allait jamais nous donner un papier, mais nous sommes légitimes. Et ça démontre combien la légalité est la fille de la légitimité. Quand on est légitime, on est légitime. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vient mettre les M5 à côté. C'est ce que je déplore. Moi, j'ai toujours cru que nos camarades militaires, que nous, on n'a jamais prononcé le mot coup d'État. On a dit que c'était un parachèvement de notre lutte. On le reconnaît ça. Et jusqu'à présent, je pense qu'il n'est pas tard. Ils peuvent venir. Nous, nous avons mis le Mali au-dessus de tout. Et nous sommes prêts à travailler avec eux. Parce que nous voulons le Malikoura. Et il faut le Malikoura. Merci, Dr. Djiré. Mohamed Al-Kassouri, comment est-ce que vous voyez justement cette transition qui va s'étendre sur 18 mois? Bon, merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs. En fait, pour mieux expliquer cette transition-là, je crois qu'il serait utile d'aller un peu en arrière. Depuis quelques années, il y a beaucoup de crises politiques. Le Mali a traversé plusieurs crises politiques. On peut dire depuis 2017, 2018, une crise presque post-électorale. En même temps, il y a un enlisement de la situation sécuritaire. Depuis la signature de l'accord en 2015, rien ne bouge dans ce sens-là. Et pire, la situation a connu des développements malheureux dans les centres du pays, où on a assisté pendant ces dernières années à des massacres, à des destructions de villages entiers. On a revu, on a vu la résurgence des conflits intercommunautaires.
Et sur un tout autre plan, sur le plan économique, ça ne bougeait pas parce que l'accord tant chéri qu'on pensait résoudre tous les problèmes a montré ses limites. Et sur le plan politique, ça ne bougeait pas non plus. Donc, il fallait s'attendre quand même à un dénouement, quel qu'il soit. Et voilà, on en arrive au scénario du 18 août, c'est ça, avec l'intervention de l'armée. D'un autre côté, c'est malheureux parce que notre jeune démocratie, notre jeune pays, à peine 60 ans, on a connu 4 interventions de l'armée. Et dans tout État qui se veut démocratique, qui se veut moderne, la place de l'armée est partout, sauf sur les champs politiques. Et c'est malheureux que le Mali, qui est un pays de dialogue, un pays d'entente, un pays de fraternité, se retrouve encore une fois de plus dans ce type de situation. Donc, ce résumé était important parce que depuis tous ces temps, beaucoup de Maliens n'étaient pas fiers de ce qui se passe. Beaucoup de Maliens aspirent au changement. Beaucoup de Maliens veulent que ça change. Beaucoup de Maliens veulent un nouveau Mali, pas forcément dans un esprit révolutionnaire, mais dans un esprit rationnel, en tenant compte de la situation du moment. Parce qu'actuellement, beaucoup le disent, on n'a plus de pays, c'est-à-dire le Mali qu'on a connu avant n'existe plus. Il suffit juste de regarder un peu la carte du pays pour se rendre compte que même le ministère des Affaires étrangères français est généré quand il dit des zones rouges. Aujourd'hui, plutôt des zones vertes. C'est-à-dire on ne se demande plus où est rouge. On se demande... Est-ce que vous pensez que le gouvernement de transition pourra solutionner quelque chose par rapport à... Oui, je vais en venir. Donc, tous ces pays-là, on n'a que des petits îlots où les gens vivent normalement. Bamako, les grandes villes. Au sortir de ça, les gens survivent. Les Maliens de l'intérieur ne pensent plus transition, ne pensent plus 5 ans, élections, etc. Ils pensent à survivre. Les familles veulent dormir, se réveiller en vie le lendemain. Donc il y a tous ces enjeux-là, il y a toute cette situation-là qui est vraiment très critique. Maintenant, pour la transition, on a écouté un peu les Maliens, on a vu les Maliens sur les réseaux sociaux, on voit les Maliens dans les grains, dans les quartiers, les gens fondent beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, une transition, comme son nom le veut, c'est vraiment une période courte, c'est-à-dire c'est une période, c'est de quitter un état à un autre, un état physique, solide, etc. Et la pratique même politique, c'est-à-dire au niveau même international, elle est réglementée actuellement et on a vu des expériences, ce n'est pas aussi notre première transition. Et donc moi je ne considère pas ça comme transition parce que le plus souvent on parle de transition démocratique, c'est-à-dire un pays qui vit ou qui est sous un régime dictatorial ou un régime militaire qui va vers la démocratie. Et là nous on veut vraiment une transition et je pense que c'est un petit temps. Et dans ce petit temps, on ne peut pas régler tous les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans ces pays. On peut poser les jalons. Tout à fait. Donc, il faut prioriser parce qu'on manque de temps, on manque de ressources, on manque de beaucoup de choses. Donc, je pense que la transition, elle est liée, c'est-à-dire de poser les bases, notamment de revoir ce qui ne va pas. Et parmi les grands problèmes qu'on a, surtout sur le plan politique, on a des problèmes avec nos textes. Notre constitution, bien qu'on y soit attaché, a plusieurs fois montré ses limites. On a vu aussi beaucoup de contentieux électoraux parce que nous avions des lois qui ont été faites par les princes du jour pour se maintenir démocratiquement. Nous avons des lois qui manquent de courage parce que en période normale, je vois mal un régime démocratique limiter lui-même ses propres capacités. Nous avons des textes qui font d'un président un empereur du Moyen-Âge qui a tous les droits, qui nomme les juges de la Cour constitutionnelle, qui nomme les magistrats, qui nomme le gouvernement, qui nomme même le président de l'Assemblée nationale. Donc moi je pense que c'est les liés maintenant, comme on a un gouvernement de transition qui par définition n'a pas vocation à durer,
Donc, de vraiment réunir les fils du pays, tous les fils du pays, et de travailler autrement, parce qu'on s'est rendu compte que malgré les changements, malgré les espérances, lors des concertations nationales, on a continué à travailler à l'ancienne. Donc, il faut refonder les pays de façon constitutionnelle, choisir surtout les hommes qui vont faire ce travail-là, c'est très très important, et baser, c'est-à-dire et mettre les bases d'un véritable état de droit. Merci. Alors, moi je vais pas répéter ce que Ad vient de dire, mais simplement je vais commencer par une question. Cette transition s'amorce sur quel type de document déjà? Est-ce qu'on est toujours, parce qu'on est dans un aller-venu entre la Constitution de 92 et la charte de la transition que personne n'a vue, que personne n'a lu? J'aimerais simplement, face caméra, dire que le Mali est un pays d'intellectuels et que quand on écrit et qu'on produit un document, il est intellectuellement prouvable de remettre ce document-là entre les mains de tous les fils du Mali. Donc déjà que nous ayons accès, comme nous avons eu accès à l'ancienne constitution, est-ce que la constitution de 92 court toujours? Ou est-ce qu'on a prorogé cette constitution-là? On est sur une nouvelle forme de semi-constitution dont on ne connaît pas les termes déjà. Après, pour ce qui concerne la situation malienne, j'y vois une certaine limite, certaines des limites qui ont été énumérées par Ag. Et la première des limites pour le Mali d'après 91, c'est est-ce que c'est la forme du mandat? Est-ce que par 2 fois, nous prouvons que les Maliens ne sont pas prêts à se marier à un chef d'État pour 10 ans? Donc, dans la nouvelle constitution malienne, il faudrait en tenir compte. Est-ce qu'on fait un seul mandat? Et moi, depuis quelques années, je défends cette assertion qui est qu'il y ait un seul mandat. On élit un seul président qui vient, il sait qu'il est là pour 5 ans ou 7 ans. Je pense que raisonnablement, puisqu'on a montré qu'on ne peut pas aller au-delà de 8 ans, soyons francs entre nous-mêmes, allons sur une période de 7 ans qui est très raisonnable et qui permettra à un nouveau président à chaque fois d'amorcer le changement voulu. Il faut renouveler. On est bien d'accord qu'il faut renouveler. Dans beaucoup de débats médiatiques, il a été question de renouvellement. Cette question de renouvellement, ce qu'on appelle transition générationnelle, il faut aller vers cette transition générationnelle. Et nous avons péché par nos anciens types de gouvernance. Quand moi je parle de gouvernance, je parle des 2 types de gouvernance. Il y a la gouvernance politique et la gouvernance citoyenne. Nous avons démontré nos limites quant à ces 2 gouvernances. Donc, recurer ces pays, fondamentalement, c'est une transition. Donc, je pense que la place aux politiques n'est vraiment pas à laisser et qu'il faut que les politiciens comprennent que c'est une transition. Donc, il faudrait peut-être donner la chance à des technocrates d'arriver, de faire ce travail de curage. Il y a des réformes énormes à faire dans ce pays, dans plusieurs des grands domaines, j'en citerai que 3 ou 4, la santé, l'éducation, la gouvernance elle-même qui contient la lutte contre la corruption. Et donc, il faudrait sincèrement que ceux qui ont vraiment envie de faire de la politique, ce n'est vraiment pas le moment d'attendre que des technocrates arrivent, souffrant tous de cela, et laissons la place à ceux qui pourront le faire de manière très désintéressée. Ce désintérêt est lié à ne pas préparer justement une entrée politique et que nous avons 3 ans pour préparer. Chacun d'entre nous, nous avons tous le droit de devenir les futurs politiciens de ce pays. Certains, moi pour ma part, je ne suis aucunement pas intéressée par la politique. Et ni aujourd'hui, et je pense ni en 2023. Et parce que je me dis que mon travail est peut-être dans le bas vers le haut. Et que beaucoup de jeunes Maliens contribuent aujourd'hui à ce travail-là. Ceux qui sont capables et qui iront au-devant de la scène, à nous autres, d'être intellectuellement prohibés et de les aider à travailler dans le sens de ce pays. Le Mali a beaucoup souffert. On ne peut pas, à chaque 8 ans, renouveler, je vais paraphraser l'ancien président ATT qui a tout mon respect,
et qui dit on ne peut pas à chaque 8 ans faire un coup d'État. Ce n'est pas possible. Aucun pays ne peut se révéler. Lui-même, il a fait un coup d'État. Oui, mais moi, je ne vais pas rentrer dans un débat. C'est du passé, cela. Ah. Moi, je regarde aujourd'hui vers l'avenir. Tout ce qui est passé, ouvrons cette nouvelle page qui donnera la chance à tous les enfants de ce pays. Nous avons d'énormes défis. L'éducation est le défi principal. Nous avons tous échoué. Tous, nous avons échoué. Et dans ce Mali d'aujourd'hui, tous nous avons échoué. Soyons honnêtes, regardons-nous en face. Je parle souvent de co-responsabilité, qui est un mot qui m'est très cher. Nous sommes co-responsables. J'élis un président qui n'a pas fait son job, je n'ai pas fait mon job. J'élis un député, il n'a pas fait son job, je n'ai pas fait mon job. Donc, un peu d'honnêteté dans ce pays et travaillons pour sortir ce pays. Nous sommes une jeune démocratie. Quand on regarde les États-Unis, on se dit, bah, le Mali de demain, ce n'est pas nous qui verrons le Mali florissant de demain. Ça, c'est clair et net. Quand on regarde les plus vieilles démocraties, même si nous sommes une vieille démocratie, quand on se réfère à la première charte, donc charte du Purukanfuka, dans laquelle il faut répartir, puiser. Dans cette charte, la femme, elle est respectée. Dans cette charte est humaniste. L'individu en tant que tel est respecté. On a érigé des familles de métiers pour équilibrer ce pays. Et ce qu'il y a, bien évidemment, avec des guerres de stratégie, de positionnement, etc. Le Mali naît de ça aussi. Le royaume de Ségou est un grand exemple de cela. Et nous-mêmes, nous avons perverti ce qui nous a été donné en héritage. Repartons vers ce legs-là et refondons le Mali sur des bases cohérentes et bases d'avenir. Éducation pour nos enfants. Et pour terminer, la régionalisation. Tout pays qui s'est développé, moi je reviens de France, donc voilà, la région, on voit les exemples de l'indépendance, on va dire ça entre guillemets, de l'autonomie des régions. Autonomisons les régions. Bamako n'a jamais voulu l'autonomisation, ça c'est une vérité qui est cachée aux Maliens qu'il faut aussi dire. Bamako n'a jamais voulu l'autonomie des régions parce que Bamako a de tout le temps eu besoin de la caisse des régions. Et Bamako allait se servir dans la caisse des régions. C'est pourquoi les régions n'ont pas été autonomisées. Donc on autonomise les régions et on répare à zéro. FMI est là pour ça. Hein. On endette toutes les régions repartent à zéro. C'est que dernière, c'est son problème. Et de ce fait, le Mali, 3 régions ont pris le pas de la régionalisation. On est sur la région de Koulikoro, la région de Sikasso et la région de Ségou. Sky est un cas d'école par la diaspora, grâce à Dieu. Mais ça va continuer comment? Jusqu'à quand? Voilà. Je pense que, en parlant de ça, justement, il y a des actions qui ont été menées, notamment avec l'Observatoire national du dividende démographique, qui peut aider justement en ce sens-là et autonomiser en fait toutes les régions. Voilà. Donc, Dr. Djibé, en revenant sur la transition, est-ce que vous pensez que ce gouvernement de transition-là, qui va durer 18 mois, pourra en fait poser les jalons d'un Mali nouveau, comme l'ont expliqué tout à l'heure nos deux intervenants? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir parce que je vois qu'elle dit qu'on va faire des changements sans révolution. Elle dit qu'elle fait, mais elle n'est pas politique, elle ne fera pas. Bon. Moi, ce que je veux savoir, c'est que les Maliens doivent comprendre que la politique est une science exacte. Oh. Mais on nous a enseigné ici au Mali que la politique c'est du mensonge. La politique n'est pas une science exacte, c'est une aberration de dire ça, monsieur. Voilà. Moi je pense que la politique est une science exacte. Pourquoi? Parce qu'au Mali on ne lit pas. C'est ça le problème. Parce que vous dites que on doit le président qu'on ne lit. On ne lit pas en fait. Au Mali, celui qui a l'argent, c'est celui qui passe. Tout le monde était unanime. En 2018, il y a eu des problèmes. Mais à notre dernière surprise, à moins de 6 mois, mais les caisses de l'État se sont vidées. Mais à qui la faute, justement? Non, c'est ce que j'ai dit. La faute, c'est le gouvernant. Parce que le peuple n'a même pas 500 francs par jour. 80% de la population malienne n'a pas 500. C'est des statistiques qu'il faut maîtriser. Quand tu n'as pas de l'eau, tu n'as pas de toit, mais en France, mais c'est le peuple qui c'est le peuple qui dicte les lois. Et les dirigeants ont peur. Moi, les gens parlent mais en France, c'est une vie de luxe.
Le peuple a de l'eau, de l'électricité, même le Wi-Fi n'est pas... Le Wi-Fi, le transport, tout est assuré. Mais qui pensait qu'en 1945, quand j'ai été à Genève, quand on t'a montré la concentration en 1945, et qu'aujourd'hui tu vois le lac de l'Anec, et tu vois, on te dit que là-bas il y avait des tirailleurs sénégalais, tu n'allais pas croire. La Chine, de l'autre jour, dans les années 90, que le Mali même aidait, aujourd'hui sont partis. Donc c'est pour vous dire que quand on donne au peuple son mérite, il faut savoir que le peuple va élire le dirigeant. Donc voilà pour venir au Mali Koura dont nous on a pensé. Et les gens disent qu'on n'avait rien à mettre. Mais nous on a mis les textes, les bases, les jalons. Les gens disent que la transition ne peut pas tout faire. Je ne suis pas d'accord. La transition peut mettre les bases d'un Mali nouveau. Parce que depuis le premier jour, le 14 mai, à la mairie centrale, on a parlé de 4 républiques. Peut-être les Maliens ne veulent pas cette 4 républiques. C'est la 4 république qui peut résoudre. Notamment une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. On ne parle plus des révisions. Les gens parlent maintenant de révision. De quelle révision on va faire? La constitution, c'est quoi? C'est Ibi et Mouna. C'est-à-dire une loi dogmatique que personne ne discute. On est tous d'accord que les Maliens prient comme ça. Et ça ne se discute pas. Mais les Maliens, cette constitution, c'est la constitution de copier-coller de général de Gaulle de 58. Donc c'est ça le problème. Ça c'est premier. Et le Mali Koura, le M5 a déjà écrit les textes sur ça. Deuxième point, la refondation de l'éducation, la santé. Nous sommes des experts dans le système de santé. On peut tout écrire aujourd'hui. Un Malien, sa consultation familiale, nous avons de l'expérience depuis de 15 ans. On l'a expliqué même au ministre de la Santé. Donc là, il faut une digitalisation en fait du système sanitaire. Mais c'est clair. Et puis, je vous dis, le Mali a un bon système sanitaire. Soins primaires, secondaires et tertiaires, c'est clair. Il y a les CESCOM, il y a les CCRF, il y a les hôpitaux. Le problème, c'est la volonté politique. Le politicien malien n'a jamais accepté de comprendre que si je deviens esclave de mon peuple, je serai l'homme du peuple jusqu'à ma mort. Et c'est ça le problème du Mali. Les Maliens pensent que pour faire la politique, il faut avoir de l'argent. Pour faire il faut l'achat, mais le président l'a dit, il n'y aura jamais encore achat de conscience. Et le président sera élu. C'est ce que nous attendons. Parce que s'ils font ça, nous tous, on peut poster, comme elle l'a dit. Voilà, donc les gens fuient la politique parce que la politique est devenue du mensonge à la République du Mali. Le peuple ne croit plus aux dirigeants. Parce que c'est le résultat final, c'est ça le problème. Notre objectif à M5, c'est de lier, c'est-à-dire de relier cette confiance, de coudre cette confiance qui est perdue entre le peuple et les dirigeants. Cause pour laquelle nous avons cru que cette transition pouvait vraiment compter sur les M5, pas seulement pour les postes. Non, si vous écrivez avec quelqu'un des textes, à la dernière minute, il ne faut pas chercher à piéger chez eux. Les gens du M5, il faut les reconnaître, avaient eu une volonté de refonder le pays. Et les Maliens ont cru en eux, qu'on l'accepte ou pas, on a cru en eux. Moi, je regrette quand je vois sur les pages que Ibeka a donné des conseils au CNSP de tout faire pour ne pas donner au M5, depuis le départ du coup d'État. Tu te rappelles? Mais nous, on s'est moqué de ça, mais c'est la réalité qui se décide. Et quand je vois ces gens aller voir Moussa Traoré. Donc vous estimez que le CNSP, en fait, est quelque peu téléguidé? Le CNSP est téléguidé. Je suis de ceux qui pensent que le CNSP avait une bonne vision au départ. Et je les respecte pour ça. J'ai échangé avec eux personnellement. Je ne le dis pas. Mais la manière dont ils parlent, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le peuple malien qui criait hier, vive CNSP. Aujourd'hui, le peuple malien est en train de dire, faites attention. Mais qui est en dessous, justement? Ce qui est en dessous, eux le savent, parce qu'on ne connaît pas les experts. Nous, on s'est donné experts, on s'est donné comme conseiller, sans même être parmi les ministres qui se proposent aujourd'hui. Nous voyons des jeunes qui sont dans les propositions qu'on n'a jamais vues en M5. Que les CNSP veulent ou pas, nous sommes les M5. Mais est-ce que vous confirmez que le M5 avait donné 14 CV justement pour la sélection? Je le confirme parce que d'abord le M5 a expliqué que ce n'est pas au CNSP qu'il faut donner les CV. On a compris le jeu. Jamais en République du Mali, on n'a jamais vu un comité choisir des CV. C'est le président, c'est pour cela que j'ai dit aux Maliens, laissons cette discussion CNP-M5, la responsabilité c'est Badao, mon président, avec tout le respect que je vous ai, parce que je ne vous connaissais pas. Selon ce que les Maliens ont dit et selon votre discours, moi je vous ai cru. Je vous ai aimé et vous avez fait un discours vraiment qui va rester dans l'histoire. Mais on ne peut pas se laisser téléguider par les gens. Non, à un moment donné,
il faut dire merci et prendre des décisions. Le Premier ministre, c'est lui qui a signé. Donc si c'est bon, c'est lui. Et puis je vais dire aux Maliens, personne ne va dire qu'un ministre a bouffé 65 milliards. C'est pas possible. Le vérificateur dit que ça a été détourné par le ministère des Affaires étrangères. Il était ministre, oui, mais il ne faut pas confirmer que lui-même il a détourné cet argent. Soyons aussi des personnes intellectuellement honnêtes. Mais qu'il soit pro-français, qu'il soit ça, moi je pense que le choix qui était parti, parmi les choix, il y avait un homme, un grand homme. Et si on voulait réellement refonder le pays, la personne qui a prôné ça en premier jour, le 14, était parmi ces choix. Mais on l'a mis à côté, c'est là mon doute. Comme l'a dit Cogito ergo sum de Descartes, qui doute vers la vérité. Donc, c'est ça là où je n'ai pas compris. J'aimerais des explications. Merci. Est-ce que vous pensez que le CNSP est quelque peu téléguidé par-dessous? Qui sont justement sous ces militaires-là? Est-ce qu'ils travaillent indépendamment et est-ce qu'ils vont laisser le président justement travailler normalement comme il faut? Tout en sachant que Bandao, le colonel-major Bandao est un militaire à retraite et ça a causé quelques remous au sein de la population malienne. C'est vrai que beaucoup ont salué justement son investiture et tout, mais certains disent que néanmoins il reste militaire. Est-ce qu'il est militaire, est-ce qu'il est civil ou est-ce que c'est un faux débat? Ok, merci beaucoup. Bon, je ne vais pas peut-être rentrer dans des détails personnels que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que la politique, c'est une question de rapport de force. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'acteur premier sur la scène politique, c'est le CNSP. C'est le CNSP qui a fait son intervention. C'est le CNSP à qui même les plus grands démocrates de ces pays-là ont félicité l'action. C'est le CNSP. Parce que souvent les gens se trompent. Les gens qui sortent dans la rue hier, qui sortaient dans la rue hier pour Diko, c'était les mêmes qui sortaient il y a de cela quelques années pour Ibeka. Moi, j'ai toujours dit que les premiers à se révolter contre Ibeka sont ceux qui ont amené Ibeka au pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est le CNSP qui règne en maître. Maintenant, qui les téléguide, peut-être ce sont les gens qui vont les voir les soirs, qui peuvent vous donner plus de détails. Mais je pense que c'est eux qui gèrent, c'est eux qui seront responsables, c'est eux qui assument l'entière responsabilité de cette transition-là. Et demain, c'est leurs noms qui vont accompagner cette transition. Maintenant, il y avait un débat entre militaires et civils. Pour ma part, je l'ai toujours dit, la place d'un militaire se trouve partout sauf le champ politique. Militaire, j'ai été même contre la nomination de ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires de défense dans des ministères, les attachés, les conseillers dans les ambassades, dans un pays en guerre. Voilà, je pense que les plus grands défis aujourd'hui, parce que je pense que les Maliens souvent manquent d'analyse objective. Si on est dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a des problèmes en premier lieu qui sont sécuritaires. Et pour l'histoire, parce que ce n'est pas la première fois que l'armée interfère dans les champs politiques. Depuis les premières heures de notre démocratie, les militaires ont interféré. 23 ans avec des militaires à la tête de ces pays-là. Et je peux vous dire que les revendications des militaires à la base sont les mêmes que sous Modibo, sont les mêmes que sous Moussa, sont les mêmes sous ATT, Alpha, Ibeka, etc. Donc je pense que la première mission des militaires, c'est de commencer d'abord à assainir l'armée. Parce qu'aujourd'hui, pour tout observateur averti, l'armée malienne, elle est née même de la mauvaise gouvernance. Vous voyez comment les nominations sont faites, vous voyez comment des jeunes garçons d'une quarantaine d'années qui sont des colonels-majors, excusez-moi, nous à l'époque, nos papas et autres là, sergents-chefs, pour des gens partaient à la retraite sous-lieutenant. Donc c'est des gens du même système.
Donc personnellement, connaissant cela, je n'ai jamais opté pour un militaire à la tête de la transition. Mais, comme je l'ai dit, c'est un rapport de force. Ils sont là. Il y a aussi la communauté internationale qui a ses exigences. Et je pense que Bandao est ce qu'on appelle mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qui est militaire par le passé, civil par son présent. On ne sait pas maintenant son futur il va être quoi. Mais on va l'observer. J'ai cru entendre un intervenant parler du discours et de réputation. Mais tous nos présidents avaient de bonnes réputations. Hein. Tous nos présidents avaient des beaux discours. Les meilleurs, même ceux qui savaient le plus parler, ont le plus échoué. Donc, pour nous, ça serait sans aucune forme de militantisme ou de partisanerie. On va observer et on va juger à l'action. Ben, je suis totalement d'accord. Il a marché sur ma langue 2 fois. Je suis entièrement d'accord sur ce que Mohamed vient de donner comme argument. En fait, pourquoi les militaires interviennent dans une situation de climax? Je vais utiliser un terme que tonton Cheikh-Mar Sissoko connaît. Parce que quand rien ne va plus dans un pays et que ce pays se trouve dans une impasse, oui, les militaires, ils répondent à un serment qui est ils répondent à un serment qui est d'intervenir au moment où c'est nécessaire. Merci. Et la semaine où le coup d'État se passe, je me rappelle d'une semaine très tendue où chaque Malien se posait la question où on allait. On voyait un président affaibli, on voyait des citoyens à bout de souffle. Et c'est dans ces moments-là que l'armée intervient dans un pays. Donc ce n'était absolument pas, je vais réitérer ces propos, quand on est un citoyen averti et qu'on se renseigne un petit peu sur les relations internationales, ce n'est pas étonnant qu'un coup d'État survient quand un pays se trouve dans l'impasse. Ce qui s'est passé. Après, est-ce que je pense que la pirouette trouvée par le CNSP, on va dire bien trouvée, parce que la CEDEAO voulait absolument un président civil, et plusieurs fois, j'en souris parce que plusieurs fois j'ai dit, si les militaires veulent coûte que coûte rester au pouvoir, ils rendent un général, bon c'est un peu niais hein, comme explication, niaise plutôt, ils prennent un qui démissionne et il devient le président de la transition, si c'est vraiment ce que, voilà, on est dans la forme la plus caricaturale. Mais ils sont allés au-delà de cette forme caricaturale, ils sont arrivés à trouver quelqu'un dont l'honnêteté n'est pas approuvée. Et c'est là où je vais en venir sur le cas de M. Wan Mokhtar Wan, qui vient juste d'être nommé. Nous avons perdu un enseignement de nos ancêtres, et ça, cet enseignement, je travaille dans la culture, donc je vais faire référence à la culture plusieurs fois. Et là, il y a l'espace Toguna chez les Dogons. C'est un espace de patience. Et les vestibules chez les Bambara, souvent, sont très bas aussi, parce que c'est justement quand on arrive, on embrasse l'humilité, on s'assoit, on attend que le roi parle, et ensuite on parle. Et ce même, le Japon qui est un des pays les plus modernes au monde, les codes traditionnels du Japon n'ont pas bougé. Et donc, je vais revenir à cela, à la patience, le mot patience. Je pense que le Mali moderne a perdu un mot qui est la patience. Et ça, c'est de la faute de la politique. Tout est devenu politique au Mali. C'est pourquoi j'ai dit que je ne ferais pas de la politique, parce que quand on fait de la politique, on perd de vue l'explication objective. C'est mon point de vue, je m'excuse auprès des politiciens et aux futurs politiciens. Certains que je dirais bien sûr, si voilà, je trouve que ça vaut la peine de suivre. Mais il faut revenir à cette patience qui était nôtre et la cultiver. On n'est pas patient. On veut tout de suite, on doute tellement de tout, on veut tellement tout casser, on fait du bashing. C'est-à-dire on sort un homme, Bandao il a de la chance, hein, je ne sais pas comment on n'a pas fait du Dao bashing quoi. On sort une tête, on sort sa tête demain, il aura le même bashing. On sort ta tête, Awa, il aura le même bashing. Donc à un moment donné, il faut faire du malien bashing maintenant pour qu'on arrête quoi.
ayons confiance aux hommes qu'on nomme et sortons de la théorie du complot. L'explication la plus classique et la plus simple, c'est la théorie du complot. Il y a telle puissance. Souvent, c'est ce que je dis, dire qu'une puissance étrangère est derrière une manipulation, c'est vraiment manquer du respect à soi, parce que c'est trop donner de confiance et de responsabilité à cette personne-là que de penser que cette personne peut diriger notre destin. Nous sommes un pays de 20 millions d'habitants et de plus de 5 millions d'instruits. Ben, je pense qu'on peut faire quelque chose avec ces chiffres-là. Et un pays avec plus de la moitié de la population juvénile. 70%, entre 65 et 70% entre l'âge de la majorité et 35 ans. Nous avons une opportunité énorme. C'est là notre problème. Non, c'est pas notre problème. Parce que c'est pas exploité. Ben, il faut que ce soit exploité. Voilà. C'est une opportunité. Moi, je ne vois pas là, à ces chiffres, de problème. J'en vois une énorme opportunité de changer les choses. Et sortant des théories du complot, sortant des discussions de grains, sortant des discussions de Facebook, à des Jamana Job. Faut qu'un acteur Facebook, comment t'es Jamana Job. Twitter, comment t'es Jamana Job. Mais Jamana Job, c'est ce que tu fais tous les jours, ce qu'il fait tous les jours, ce qu'il fait tous les jours, ce que je fais tous les jours. Moi, en tant que Malienne, la question que je me pose tous les jours, qu'est-ce que je fais qui apporte à un Malien? Si ça sert à un seul, j'ai fait mon rôle de brique de la nation. Donc soyons ces maçons de la nation et moulons les nouvelles briques de ce pays-là. Sortons des débats futiles. La France, si c'est pas la France, wallahi, demain on signe avec la Russie. Demain, c'est la Russie qui va quitter le Mali. Est-ce que nous-mêmes, le Mali ne va pas nous mettre dehors un jour et dire j'ai besoin de me retrouver? Je fais le checking à la porte, rentre qui je veux. Voilà. Pour parler de manière très caricaturale, quoi. C'est pour dire combien c'est dur aujourd'hui d'être malien. On s'en rend compte quand on a vécu d'autres expériences et quand on vit d'autres expériences tous les jours et se rendre compte dans quel gouffre on est, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Il y a un grand notaire latino-américain, José Marti. On peut dire même que c'est l'idéologue de la révolution cubaine. Elle a fait la guerre de 10 ans, elle a fait, parce que il dit, patria es cultura. Tu me parles de culture, tu me parles d'être humain. Vous voyez, c'est très important ça. Le Mali a perdu sa culture. Nous sommes un grand pays. Nous fumes avant d'autres. Quand le Mali était un pays, ceux qui pensent aujourd'hui être des empires yankees n'existaient même pas. Nous sommes le pays le plus riche du monde de tous les temps. Il faut aller aux États-Unis, tu verras les statues de Kankou Moussa. Riche par sa culture. Riche par sa culture et par son sous-sol. À 30 km de Bamako, il y a les gaz. C'est-à-dire à 30 km de Bamako, il y a les gaz. À Taoudemni, il y a la réserve la plus grande de gaz au monde après la Russie. Nous sommes en train de tomber dans le même problème que la Syrie. Ça, c'est pour vous dire, vous décortiquer la réalité du problème du Mali. Le problème du Mali, ce n'est pas le Mali. Hein. Le problème du Mali, c'est discute ailleurs. Mais on ne fait pas cas de ça. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Donc, notre idée d'abord, c'est de nettoyer ces facteurs endogènes. Pourquoi le Malien a perdu confiance à la politique? C'est ce qui nous a légué nos pères. Donc, c'est pour vous dire que je viens d'un pays où la santé est gratuite, l'éducation est gratuite, le transport est gratuit, la pensée humaine est gratuite. On ne connaissait pas le Facebook ni le WhatsApp. Moi, mon premier téléphone Android en tant que professeur universitaire, je l'ai payé au Mali. Mais cela ne m'a pas empêché d'avoir l'intellect nécessaire de discuter avec des Français, des Américains dans les congrès internationaux. Parce qu'il y avait une formation. C'est-à-dire on te donnait ce que tu devrais connaître. Non, c'est pour répondre sur ce qu'elle dit. Les gens ont utilisé les médias sociaux. Vous comprenez? Les gens ont utilisé les réseaux sociaux comme ils n'ont pas d'éducation de base. On l'utilise à d'autres fins. C'est de ça, monsieur. Si je t'explique ce que je veux dire. Non. Je voulais t'expliquer qu'il ne sert à rien de donner du téléphone à quelqu'un qui n'a pas étudié. Il va mal utiliser ce téléphone.
Il ne sert à rien de distribuer des tablettes si les gens ne savent même pas comment travailler avec les tablettes. C'est pour vous dire que la base de l'homme, c'est l'éducation. Et l'éducation commence en famille. C'est pour cela que tu verras sur les réseaux, j'ai commencé un programme de médico de famille. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord pour le nouvel homme malien à former dans la famille. Je te disais que l'homme est sacré. Selon notre constitution, article numéro 1, l'homme est sacré. Au Mali, comme l'a dit Seydou Badian Kouaté, si tu n'as rien, tu n'es rien. Tant qu'on ne reviendra pas sur ça, là, et refonder l'homme malien. Vous avez dit Badaou, personne n'a parlé en République du Mali. Moi, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de lui. Mais tout le monde a commencé. Nous, on le connaît, il a démissionné. Mais quand on a parlé du PM, moi, je connais le PM. Je l'ai vu. Il a même grandi dans mon cercle à Gourmara-Rousse. Et j'ai vu des vertus qu'il a faites. Mais pourquoi les gens parlent de lui? Essayons de vérifier ça. Essayons d'analyser ça. Parce que les gens ne parlent pas gratuitement, c'est notre culture aussi. C'est notre culture d'écouter les on-dit. Donc c'est pour vous dire que, pour terminer, la transition doit réussir. On ne peut pas s'asseoir et critiquer les autres. S'ils ont mal fait, on va chez eux, on les explique. Mais si la transition réussit, c'est le Malien qui a réussi. Si la transition échoue, c'est le Mali qui a échoué. Tout ce qui peut faire échouer la transition est une menace pour notre existence même. C'est pour cela que les dames de culture, les hommes des médias, faites bien votre communication dans le sens de cultiver chez le Malien, c'est-à-dire le patriotisme, l'altruisme. Quand il parle, quand à l'université je parle d'altruisme, les gens ne savent même pas quel est l'altruisme. Quand il parle de dignité et des pères des indépendances, les gens ne savent même pas de qui tu parles. Donc, revenons à ça. Le Mali est un grand pays. Aujourd'hui, on parle de la CEDEAO, Mais vous savez que le Mali a réussi là où les Nations Unies ont échoué. Quand tu entends l'Algérie aujourd'hui jouer double jeu au Mali, le Maroc, sans Modibo Keïta, la guerre des sabres n'allait pas finir. Les Nations Unies n'ont pas pu. Et Modibo a résolu le conflit algéro-marocain ici à Koulouba. Pas dans un hôtel, entre Ben Bella et Hassan II. L'unique au monde à résoudre ce problème, c'est le Mali. C'est ce qui lie les Bouteflika des Gao aux Maliens pour toute la vie. Ça veut dire que le Mali est un grand pays. Les non-alignés, c'est le Mali qui a prononcé le premier discours au monde. Avant, quand il parle du Mali, la réforme de 1962 qui disait « Osez agir, osez penser, par nous-mêmes, décolonisons nos esprits ». Donc maintenant, on va terminer sur une problématique qui est là au Mali, le fléau des violences basées sur le genre. Comme on le sait depuis fort longtemps, il y a eu plusieurs femmes qui ont perdu la vie. Et pas seulement des femmes, mais également des hommes. Mais les cas les plus connus sont justement ces femmes victimes de violences conjugales, plus spécifiquement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça, Dia? Moi, je mets le niveau de violence au niveau de l'éducation. Quand on est éduqué à respecter l'autre, à se respecter d'abord, parce que le respect de soi, je pense, le respect de soi émane le respect de l'autre. Quand on est éduqué dans l'amour de l'autre, dans la protection de l'autre, on se refuse toute violence sur l'autre. Pourquoi je dis l'autre? Je ne dis pas femme ni homme. Parce que de violences basées sur les hommes, ça existe. Dans ce pays, il y a des cas d'empoisonnement qui existent dans les commissariats de police. Les femmes ne battent pas, mais elles empoisonnent, par exemple. C'est connu. Mais c'est aussi une émanation de quelque chose de souterrain qui arrive à cette violence extrême de non-retour. Donc, tout ce que je peux dire, aucun être humain ne mérite d'être non respecté par un autre sous le sceau du mariage ou du protectorat, etc. Chaque individu naît libre et nous naissons égaux. Devant, pas la nature, mais devant les lois. Et donc, si nous naissons égaux devant les lois, nous naissons égaux devant l'éducation, devant le respect, devant la protection de l'autre. Et ça commence dans le berceau familial
Et souvent, c'est ce que je dis, c'est pas de la démagogie que de le dire. Moi, j'ai été élevée par un grand féministe. Si certaines personnes me traitent de féministe aujourd'hui, parce que mon père ne m'a jamais battue. Mon père ne m'a jamais humiliée. Mon père n'a jamais manqué de respect à un autre individu, quel que soit son âge, quel que soit le niveau qu'il avait face à cet individu-là. Mais le jour où on le manque de respect, on voit son vrai visage. Parce que le rapport de prime abord était érigé sur le respect de soi. Et tout homme qui éduque sa fille, puisque ce sont les femmes qui éduquent tous les autres de la communauté, les individus, toute la communauté, quand on éduque une femme dans le respect de soi, cette femme éduquera toute communauté dans le respect de soi. Et cela, ne démissionnons pas, messieurs les hommes, ne démissionnez surtout pas en disant c'est à elle de garantir la protection, le bannissement de la violence, etc. Chaque parole violente, l'enfant est une éponge. Chaque parole violente devant un enfant, quand on manque du respect à sa femme devant son enfant, on forge cet enfant à manquer du respect à n'importe quel individu face à lui. Et c'est là où le respect, l'éducation, je reviens sur le fondement, qui est le respect bâti dans l'éducation. Éduquons les enfants à s'aimer d'abord, à aimer profondément les autres et à bannir toute forme de violence. Violence verbale, violence par les coups, il est inadmissible. Quand j'ai vu les coups portés qui ont été portés sur cette jeune femme qui m'a revulsée, et ce n'est que le bout de l'iceberg, ce que d'autres femmes vivent et qui se trouvent méconnues de la grande masse, c'est important. Le dernier feuilleton en date, justement, c'est l'assassinat d'une... Oui, également, oui, mais il y a aussi l'histoire de Sidiki Diabaté. C'est ça. Et sa concubine. Et sa concubine. Et je parlais justement de cette concubine. Quand on voit son corps, moi, la seule explication, c'est prendre du recul, parce que devant tout fait, je prends du recul et j'essaie de réfléchir par rapport aux paramètres. Et quand j'ai pris du recul, je me suis dit, comme je suis dans l'art et la culture, je me suis dit, ce n'est pas une œuvre d'art. C'est la seule explication que j'ai donnée. J'ai dit, ceci n'est pas une œuvre d'art, c'est le corps d'une femme qui a porté des coups. Bannissons la violence. Éduquons surtout, et ça, je vais terminer là-dessus, je vais peut-être créer un peu de polémique, je m'excuse auprès des autres femmes. Éduquons nos filles à éviter à être des stars. Nous ne sommes pas des stars des réseaux sociaux. Respectons-nous. Faisons pas des vidéos pour chercher des hommes. Ils ne viendront pas nous chercher sur les réseaux sociaux. Ils viendront nous chercher par des rencontres, écoles, bureaux, etc. etc. Donc, n'éduquons pas nos filles à être des stars, éduquons nos filles à être des femmes respectables. Et surtout, éduquons-les dans l'idée, quand on bat une femme, la première des violences, c'est mettre la main sur une petite fille. Quand on met la main sur une petite fille, on lui fait accepter que n'importe quelle personne peut lui mettre la main dessus. Et ça, il est du rôle du père de montrer à sa fille, et je remercie le mien pour cela, il est au ciel, il m'entend, que de ne pas accepter que nulle personne nous mette la main sur nous. Les hommes qui battez vos femmes là, arrêtez, sinon on va vous tabac d'un pays. Merci. Mohamed, réaction? Non, ok, c'est toujours difficile de prendre la parole après une féministe. Hein? Ben, en fait, moi, ce que je vais dire, hein, juste la dernière affaire dont vous avez fait allusion, elle montre un peu le revers de la médaille. Aux côtés de ce beau pays qui a toujours mis en avant les valeurs et la beauté de la femme malienne, malheureusement, cette affaire a mis en nu d'autres réalités qu'on essaye tant bien que mal à dissimuler. Et on peut dire que, comme Dia le disait, hein, ces cas médiatisés à cause de l'implication d'une des parties prenantes. Sinon, on sait tous, on est tous coupables. On a tous entendu une histoire pareille dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages, au fin fond du pays.
Et on a tous vu, depuis l'école, certains même développer ces caractères violents par la nouvelle culture, notamment américaine, ou l'interprétation de la culture américaine qui donne une certaine valeur à ces hommes qui brutalisent les femmes ou qui déshonorent même les femmes à travers les verbes, comme elle les dit. Donc c'est ça. Et pour parler un peu de cette affaire, malheureusement, ce n'est pas la première déjà. On a vu des femmes tuées par leurs conjoints ici, d'autres, et il n'y a jamais eu de suite. C'est ce qui révolte même quand vous regardez les Maliens et les Maliennes. Ils sont sous le choc. Ils ont soif de justice. Ils n'ont rien contre les personnes impliquées, hein, mais c'est la justice. Trop, c'est trop. Et enfin, ce qui m'a le plus marqué, parce qu'en se basant sur cette histoire, selon les versions d'une partie prenante, c'est un supplice qui aura duré des années. Et c'est un message fort à l'endroit des organisations féminines, des autorités maliennes, hein, parce que la police nationale a un numéro vert. Ça montre que la femme malienne ne connaît pas ses droits. Ça montre que les milliers de victimes anonymes ne savent même pas où se plaindre. Parce que quand vous observez cette dernière affaire, c'est des tiers qui ont sorti cette affaire-là. Ça montre que les femmes gardent toujours cette infériorité intérieure en elles-mêmes, parce que la première libération, elle est d'abord intérieure. Et donc ces organisations de défense des droits de l'homme, au lieu peut-être de propager ou de prendre parti dans ces cas judiciaires actuellement, c'est d'aller vers la sensibilisation, de sensibiliser la femme malienne, de lui montrer les recours et de montrer que ce n'est pas une honte, ce n'est pas... La victime, c'est celui qui est bâti, celle qui est bâtie, c'est pas celui, c'est pas sa famille. Personne n'est responsable à part les coupables. Donc je terminerai par ça et voilà. Merci. Violence sur le genre, en tant que médecin, ça m'interpelle, surtout en tant que pédiatre, parce que vous voyez, il y a des cris d'adolescence. Souvent, on a tendance à voir la femme. Je regrette ce qui se passe au Mali, on a toujours dénoncé, mais il y a aussi la violence sur l'homme. Il y a la violence psychologique et il y a la violence physique. Ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que les Maliens voient, c'est la violence physique. Mais combien d'hommes maliens nous viennent à la consultation qui sont violentés par leurs femmes? Vous avez ces consultations? Ah mais oui. Aujourd'hui, les statistiques montrent que 85% des hommes maliens sont violentés dans leur foyer. Soit par la beauté externe de la femme. Madame, la beauté externe. J'ai dit, je vous explique pour que vous compreniez, parce que les gens n'ont pas d'informations sur ça. Wow. Parce que la femme aussi peut violenter l'homme, soit en le refusant les actes conjugaux, en le refusant certaines fonctions d'homme, et ça aussi c'est une violence. Et tu vois qu'aujourd'hui, même ça fait des répercussions sur la politique. Si tu remarques, les grands politiques ont failli par des conseils de grandes dames. Oh. Vous voyez ce qui se passe. Donc c'est pour vous dire que je me rejoigne à son appel avec la femme. Parce que je dis que l'humanité c'est la femme. C'est pour cela que j'ai insisté l'autre fois, je vous dis que tout commence en famille. C'est la femme qui est dit. On dit que la femme, la mujer no ama como mujer, sino como madre. La femme n'aime pas comme femme. La femme aime parce qu'elle est mère. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle fait des sacrifices pour te mettre au monde. Elle te donne le lait, elle suit tes pas et elle est toujours là pour toi. Donc, on ne peut pas ne pas parler sur ça, c'est important. Mais ce que je vais seulement dire, il ne faut pas oublier la violence psychologique. Il y a la violence qui affecte l'être sans pourtant le voir sur son corps. Et c'est ça qui provoque l'hypertension, qui provoque le suicide, qui provoque l'infarctus, qui provoque la dépression. Et c'est ça peut-être dans une communauté où on est à 70% ou 50% d'alphabètes, on ne peut pas voir ça. Donc moi je pense que ça aussi, c'est ce que je peux dire comme contribution, que la violence au genre est un thème d'actualité. C'est un problème de santé publique que la communauté entière doit gérer et que ça doit être une volonté politique.
Non, à travers la loi sur les... Voilà, Mais la qui est une promotion, loi qui l'éducation, existe enfin les pour médias. protéger la femme. Voilà, donc Ouais. je pense. Et est-ce que je peux ajouter juste un petit mot là-dessus pour revenir à l'importance, puisqu'il parlait de la mère, à l'importance de la mère. Moi, souvent, dans le milieu éducatif, ce que je dis aux jeunes garçons, j'ai pas trop lu le Coran, hein, mais j'ai quelques notions du Coran. Et quand on demande au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on lui dit quelle est la première personne que vous devriez respecter. Il dit ma mère. Et il dit 3 fois ma mère, et la 4e fois il dit mon père. Et donc à tous les hommes de regarder la femme, la petite fille, elle est à l'image de la mère. C'est la future mère. La femme, elle est à l'image de la mère parce que c'est la mère de nos enfants. Et la mère, quand on respecte sa mère, je pense qu'on respectera toutes les autres femmes et qu'on revienne dans ces fondements-là de penser quand on est... Comme on dit, la violence naît du cœur, hein, dans le cœur, c'est-à-dire du soukoun. Et c'est parce qu'il y a une situation latente qui fait qu'on bascule dans la violence. Et une fois qu'on bascule dans la violence, on a basculé de l'autre côté de la raison. Hein. Moi, je pense qu'il faut l'admettre aussi. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas violenté, que nos mamans n'ont pas été violentées. On est d'accord sur l'histoire de la femme malienne, mais on a les yeux vers l'avenir qui est qu'on peut tenir compte de l'éducation que nous avons reçue, parce que l'éducation est une répétition. Hein. On répète un peu ce qu'on a reçu en legs et on se corrige. On peut avoir subi ou avoir été témoin de violence et se refuser la violence. C'est le cas de beaucoup de femmes aussi, et d'où leur implication aussi aux côtés d'autres femmes dans ces combats-là. Donc de penser à la mère, à la mère, à la mère, pour traiter la femme. Donc, c'était la fin de ce débat fort passionnant. Nous avons parlé de la transition au Mali qui peut durer sur 18 mois. Et nous avons également conclu ce débat avec les violences basées sur le genre, qui est un phénomène au Mali qui est assez persistant. Et c'est le quotidien en fait, de beaucoup de personnes au Mali, pas seulement les femmes, mais également les hommes, les enfants, tout le monde. Donc c'est extrêmement important de prendre la mesure de ce fléau-là et de trouver une solution assez rapide et une prise de conscience générale. Nos invités étaient le docteur Mohamed Kassoum Tiré, enseignant-chercheur et également membre du M5RFP. Mohamed Assouri, communicateur et analyste politique. Et notre très chère Bia Esako, qui est femme de médias. Et elle est également la fondatrice de Mali Culture, Mali Empreinte, et du recueil, elle a dirigé le recueil Être une femme malienne au XXIe siècle. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et restez connectés sur Konafani.com.